s'active dans la lutte contre la migration irrégulière, déplore l'inaction du comité départemental mis en place il y a quelques mois. Bakary Guémé appelle à la vigilance car, selon lui, le phénomène persiste toujours à Mbour. Il est interrogé par El Hadj Ndiogoudien. On est un peu soulagé, pas parce qu'on a condamné un Mourois, mais justement parce que cette condamnation-là lance une alerte, participe en quelque sorte donc à l'éradication de ce fléau-là. Aujourd'hui, c'était l'opportunité pour l'État du Sénégal de frapper fort et de lancer l'alerte, de prévenir les autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes, il y a d'autres promoteurs de migrants, il y a d'autres convoyeurs qui sont à l'air libre, qui circulent et qui certainement préparent en quelque sorte d'autres voyages. Donc ce verdict pourra bien sûr participer à lutter contre l'immigration irrégulière parce qu'il lance un message fort à l'endroit de d'autres convoyeurs promoteurs de migrants. À la suite de ce drame, les autorités avaient fait le déplacement à Mbour et avaient annoncé beaucoup de mesures pour lutter contre le phénomène. Aujourd'hui, où en est l'application de ces mesures des mois après? Bon, au début, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est déplacé à Mbour. Ce qui est regrettable est que jusque-là, ce comité de veille-là n'a tenu qu'une seule réunion. Donc, le comité est dirigé aujourd'hui par le préfet de Mbour. Malheureusement, depuis, on peut dire plus de 2 mois, on n'a pas tenu de réunion. Les voyages continuent. Il n'y a même pas plus de 3 semaines, 1 mois. Il y avait 2 pirogues qui ont quitté Mbour, voilà, pour rejoindre l'Espagne. Donc le fléau va reprendre. Les gens sont là, nous le savons, nous le sentons que ça va reprendre tôt ou tard. Vous suivez la radio Futur Média. Nous nous rendons dans la partie orientale du pays avec l'enquête sur le braquage survenu hier soir sur l'axe Kotiari-Bala dans le département de Goudiri. L'enquête connaît un nouveau tournant. Les éléments de la gendarmerie déployés sur les lieux ont constaté que les malfaiteurs ont emporté une somme de 24 millions de francs CFA ainsi que des sacs et des téléphones portables appartenant aux passagers. La section de recherche de Tambacounda est désormais saisie de l'affaire. Les recherches s'intensifient pour mettre la main sur les malfaiteurs. Papa Ousseynou Diallo. La traque s'intensifie pour retrouver les membres du gang. Les faits remontent dans la soirée du dimanche sur l'axe routier Kotiari-Bala. Un groupe de braqueurs encagoulés et lourdement armés de fusils et de machettes circulant sur 3 motos a attaqué un véhicule de transport en commun après avoir érigé des barricades à hauteur du village de Darou Dioufène. Sous la menace de leurs armes, les bandits ont réussi à récupérer la somme de 24 millions de francs CFA, des sacs et des téléphones portables des passagers pour la plupart des commerçants. Les investigations se poursuivent avec les éléments de la section de recherche de Tambacounda qui sont entrés dans la danse. Selon nos informations, les gendarmes concentrent désormais leurs efforts sur l'arrestation le mois dernier d'un braqueur suspecté d'être un élément de cette bande. L'enquête suit son cours et des arrestations pourraient intervenir dans les prochains jours. Tambacounda, Pape Ousseynou Diallo, Radio Futur Média. La SENTER déplore des actes de sabotage dans les emprises du train express régional. Dans un communiqué, la Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional révèle que ces actes ont lieu vendredi et samedi. Des sources affirment que ce sont des câbles de signalisation qui ont été coupés par des individus non identifiés dans la zone de Mbao, ce qui a entraîné un ralentissement du trafic dans les deux sens et sur toute la ligne du TR. Mais une enquête est ouverte par la gendarmerie, notamment la Légion de gendarmerie de transport ferroviaire, afin de mettre la main sur les auteurs de ces actes de sabotage. Les responsables de la SENTER ont aussi renforcé la sécurité sur l'axe où les faits se sont passés. RFM, la radio de toute l'actualité. Le baccalauréat technique 2025 a démarré ce matin avec un total de 3 446 candidats, dont 57,89% de filles. Une filière encore marginale, elle ne représente que 2,7% des inscrits au baccalauréat cette année. La série STEC reste de loin la plus choisie, concentrant à elle seule 80% des effectifs, loin devant les séries T1 et T2, mais également F6, beaucoup moins représentés. Fait marquant, aucune candidature n'a été enregistrée dans les académies de Kaffrine, Louga, Matam et Sédhiou. Un démarrage sans heurts, mais qui souligne une fois de plus les déséquilibres territoriaux et l'attrait encore limité pour les filières techniques. Le ministre de la formation professionnelle et technique, Moustapha Ndiaksare, a effectué une visite dans plusieurs centres d'examen, notamment au lycée technique d'industrie et de commerce Maurice de la Fosse. Sur place, l'autorité s'est dite préoccupée par le faible taux de participation inscrit au baccalauréat cette année.
Je vous écoute et je vous propose d'écouter Moustapha Ndiaksare, ministre de la Formation, au micro de Boubacar Dieng. Ici à Delafosse, autant la filière industrielle que la filière tech, comme on a l'habitude de l'appeler, ces deux filières donc sont en train de bien dérouler leurs examens. Une surveillance très proche et rapprochée donc est apportée à l'organisation de ce bac sur tout le territoire national. Nous sommes en contact avec tous les centres, donc pour vous dire simplement que nous sommes présents partout. Cela montre que nous avons encore énormément de choses à faire dans la formation professionnelle. D'autant plus que c'est une partie de l'éducation nationale sur laquelle le président de la République porte une attention particulière. Le président de la République, vous l'avez bien su dans l'axe 2 de l'agenda national de transformation, porte tout son espoir sur la formation professionnelle. Voilà pourquoi nous nous battons pour effectivement que cette formation professionnelle-là soit mieux vue par les élèves du Sénégal, par les parents d'élèves d'abord, ensuite par les élèves, puisque nous voulons que cette formation professionnelle-là devienne le premier choix des élèves dès le collège. Et nous sommes en train de faire en sorte que justement les choses s'inversent et je crois bien que nous allons y parvenir compte tenu des efforts que nous avons déployés. À Kédougou, les épreuves du baccalauréat technique ont démarré dans de bonnes conditions au lycée technique industriel et minier Mamba Girassi. Sur les 200 candidats inscrits dans les différentes séries, 9 ne se sont pas présentés ce matin. L'administration se félicite du bon déroulement de cette première journée, mais malgré quelques absences notées là-dessus, Mohamedou Sarr au micro de Ibrahima Diabakhate à Kédougou. Au-delà, nous avons 201 candidats, dont maintenant 9 absents, qui ont été décomptés, donc pour un taux de 4,48% à peu près. Voilà, à l'endroit des candidats, je voudrais tout simplement réitérer les interdits, rappeler tout simplement les interdits, surtout par rapport à l'apport donc des téléphones portables dans l'enceinte donc de l'établissement. On a sensibilisé les surveillants dans ce sens-là pour rappeler aux candidats qu'ils ne doivent pas venir dans le centre avec le téléphone portable. Donc, et sur ce rapport, on aimerait aussi encore sensibiliser aussi les parents, qu'ils parlent davantage avec les enfants pour qu'ils ne viennent pas au centre avec des téléphones portables. À midi, 11 minutes, des informations relayées sur certains réseaux sociaux font état de pèlerins sénégalais laissés en rade à la Mecque. La délégation générale au pèlerinage a apporté quelques explications sur les causes de ce retard. Le délégué général rassure que toutes les dispositions seront prises pour le bon déroulement de leur retour. Là-dessus, le général Mamadou Gueye, délégué général au pèlerinage avec Oumou Kalsoumli. Les vols ont démarré depuis le 11 juin et se poursuivent entre Jeddah et Dakar. Aujourd'hui, nous avons 17 vols déjà accomplis. Ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il y a 2 vols, le vol numéro 4 et le vol numéro 5, qui ont été reprogrammés parce que c'est des vols qui ont été annulés par les autorités de l'aviation civile saoudienne. C'est des vols qui étaient initialement prévus les 15 et 16 juin, donc qui ont été décalés au 18 et 19 juin. Donc ces 2 vols vont partir effectivement les 18 et 19. Nous comprenons un peu la frustration des pèlerins qui sont concernés. Ils sont au nombre de 700, c'est les 2 vols. Mais nous avons tenu à les rassurer qu'il n'y a pas de retard pour le moment, parce qu'initialement, tous les vols étaient prévus dans la période du 13 au 16 juin. Mais c'est Air Sénégal a pris l'initiative de rapprocher les vols, de les démarrer à partir du 11 au lieu du 13 pour vraiment faciliter le retour rapide des pèlerins. Donc c'était de bonnes intentions, vraiment qu'Air Sénégal a rapproché les vols et aujourd'hui nous avons, comme je vous l'ai dit, 17 vols qui sont déjà partis. Donc le restant des vols vont partir, les vols se poursuivent et les 2 vols mis en cause, le vol 5 et le vol 4 et le vol 5, effectivement vont partir le 18 et le 19 et nous aurons en ce moment tous les pèlerins qui sont sous la responsabilité de la délégation qui seront à Dakar au-delà de cette période. Rapatriement de Sénégalais aux États-Unis en relation avec les récentes mesures américaines contre l'immigration clandestine. Souleymane Aliou Diallo de l'ONG Otra Africa estime que l'État doit trouver des mesures pour accompagner les personnes en situation irrégulière. S'il faut même trouver d'autres alternatives avec des pays qui seront prêts à les accueillir. Souleymane Aliou Diallo, président de l'ONG Otra Africa, au téléphone avec Oumou Kalsoumli. Aujourd'hui, c'est
c'est la situation politique aux États-Unis et que les avertis, les diplomates et les observateurs des questions migratoires s'attendaient à qu'à un moment donné, un groupe de Sénégalais qui ont été arrêtés et actuellement en détention doivent être expulsés vers le Sénégal. Mais la lecture qu'il faut faire de cette situation, et surtout aujourd'hui avec la sortie de la nouvelle Black Country des États-Unis, il faut redéployer, avoir une nouvelle lecture de nos relations avec les États-Unis. Leur avenir, ils reviennent au pays après avoir eu l'espoir de migrer au pays de l'oncle Sam. Maintenant, c'est au gouvernement, c'est à l'État du Sénégal de prendre de prédispositions, de les accompagner et que de trouver d'autres alternatives par rapport à la migration. Vous savez que nous, aujourd'hui, nous particulièrement, autres Africains, si nous voyons que la politique de la migration circulaire est en fonction et opérationnelle au Sénégal, nous sommes très fiers et nous sommes très contents de cette politique parce que c'est nous qui avons en premier demandé des alternatives par rapport à la politique migratoire. Les jeunes Sénégalais voient beaucoup les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest. Il faut qu'on trouve d'autres alternatives pour nos jeunes qui veulent voyager. Nos jeunes veulent sortir. Donc il faut qu'on leur trouve des alternatives avec des pays qui sont disposés à nous accueillir et dans des conditions sûres, légales et opérationnelles. RFM, l'actualité politique. Le cri du cœur de Robert Bourgi qui sonne l'alerte. Le Sénégal va mal. Il dit avoir peur pour tous qui le voient. La descente aux enfers du Sénégal. L'ancien médiateur de la France-Afrique invite Sonko et Diomaye à revenir au principe de réalité. Mohamed Ali Mouba. D'emblée, Robert Bourgi se présente en messager, un conseiller, un simple citoyen qui en a vu. Je ne suis pas l'adversaire du président Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko, encore moins Lorraine. Je veux simplement, vu l'expérience que j'ai accumulée au cours des 55 passés au plus haut niveau dans les relations franco-sénégalaises et franco-africaines, je me crois quand même capable de donner quelques conseils. Une fois les mises au point faites, l'ancien prédignon de la France-Afrique épluche un à un les sujets. Point central, le mal du pays, le Sénégal près du gouffre. Le pays va très mal, il faut le soigner, il faut le redresser. On ne guérit pas, on ne redresse pas un pays avec des règlements de compte, avec des emprisonnements à tout va, avec des invectives. Il faut rassembler, il faut unifier. Un Sénégal qui va mal économiquement du fait d'une gouvernance tatillonne. Règlement de compte à tout va, Macky Sall vit mal tout ce qui se passe au Sénégal. On ne connaît que le mot, la prison, l'emprisonnement. Et on va chercher même à vouloir traduire Macky Sall en justice. Je leur dis non. Jamais Macky Sall n'ira là où ils pensent le traduire. Leur dis non. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous êtes dans l'erreur, voire même dans la faute. Considérez Macky Sall comme une valeur refuge. Pour une sortie de crise, Robert Bourgi invite donc les nouvelles autorités à regarder les choses en face, à se libérer des faucons qui les emprisonnent dans des bulles. L'explosion sociale menace. Ne vous croyez pas, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, à l'abri de troubles éventuels. Vous savez, la Korité est passée, la Tabaski est passée. Je prends mon exemple, mon tout petit exemple. J'ai ressenti que beaucoup de mes amis n'avaient pas de quoi fêter la Korité, n'avaient pas de quoi acheter le mouton sacré. Vous savez, quand on en arrive à ce stade, c'est qu'il faut savoir ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe dans le pays et ne pas être prisonnier des faucons, de certains faucons qui vous entourent. Oui à la reddition mais reddition des comptes ne veut pas dire règlement de... À ces éventuels contradicteurs, Robert Bourgi rappelle ce que suit. Mon père est arrivé au Sénégal en 1900, donc il y a 105. Le Sénégal l'a accueilli. Il était tellement sénégalais au milieu des Sénégalais. Il y est mort. Il est dehors de son dernier sommeil au cimetière de Yoff. Quant à ma mère, arrivée en 1933, elle y dort de son dernier sommeil au cimetière de Sombodioun. Alors je suis sénégalais, à 100% sénégalais. Je dirais même, je vais pousser plus loin. J'ai été sénégalais avant le tandem gouvernant. Mon père a été sénégalais avant les parents du tandem et avant les grands-parents du tandem. Alors qu'on accepte que je parle et que je dise ce que j'ai au fond du cœur.
À midi 18 minutes, l'on reparle de Sénégalais qui vivent dans d'autres pays du monde avec la guerre Iran-Israël. Ces Sénégalais établis en Israël vivent la peur donc au ventre, avec comme conséquence l'arrêt de toutes leurs activités. Le secrétaire général de la campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Qod soutient que cette guerre était bien prévisible et qu'il faut s'attendre à des conséquences économiques. Seydou Nourouba. Chaque 2 heures de temps alarme bi day sonné ñu ne ñu daw leen dem ci sur terrain ñu dem dajaloo foofu ñun ñëpp. Alpha Oumar Dian, parmi tant d'autres Sénégalais établis en Israël. La guerre, Israël et l'Iran, ils la vivent. La peur au ventre. La moindre quiétude d'un petit moment de la journée est perturbée dès la tombée de la nuit. Oui, vous savez, nous avons peur, hein? Et c'est ça la vérité, surtout la tombée de la nuit. Quand nous entendons des frappes, nous sommes obligés de trouver où nous cacher. Cette guerre, Israël-Iran, n'est pas une surprise, en tout cas pour Chérif Mbalo. Regrettable, si on peut dire ainsi. Donc, avant cela, les Iraniens avaient affirmé à de nombreuses reprises qu'ils ont les capacités militaires de porter de sérieux coups à Israël, ce qui est même en train de se faire, de se concrétiser. Les Iraniens disposeraient, comme vous le savez, de missiles balistiques et supersoniques qui atteindraient Israël en quelques minutes. Donc, ce que nous sommes en train d'assister. Donc, il est le président de la campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds. Selon lui, la guerre ne sera pas seulement militaire, mais il faudra s'attendre à des conséquences économiques bien lourdes. Sur le plan économique, il y aura des répercussions. Par exemple, avec une escalade potentielle de la guerre, il y a un risque élevé de flamber des prix du pétrole, donc ce qui va nécessairement impacter les populations. Donc, malheureusement, c'est ça. Israël et l'Iran poursuivent ce lundi leur échange de frappes meurtrières déclenchées vendredi par une attaque israélienne massive contre des sites militaires et nucléaires iraniens. Téhéran riposte avec des missiles balistiques. Et l'on parle du concours national Miss Mathématiques, Miss Sciences 2025 avec la remise des prix qui se déroule au Grand Théâtre de Dakar. Cette matinée, les lauréats de cette année sont Aminata Niane du CM Mbin Demba de Mbour en maths et Awa Gueye du lycée scientifique d'excellence de Diourbel en sciences. 32 candidats étaient en compétition pour la finale. L'initiative vise à promouvoir l'excellence des filles dans les filières scientifiques. La remise des prix se tient donc à l'instant au Grand Théâtre de Dakar. On y reviendra avec Koumba Sandiane Faye. RFM. L'actualité internationale. Bien, bonjour Anna Rocha. Merci beaucoup Georges Détier. D'abord, la guerre Iran-Israël. Pour la 4e nuit consécutive, Israël a poursuivi ses frappes. Téhéran également a riposté une nouvelle fois par de nouveaux tirs de missiles. Des médias rapportent que des explosions ont été entendues à Tel Aviv et Jérusalem. Depuis vendredi, plus de 200 personnes sont mortes. Les bilans de part et d'autre font état d'au moins 400 blessés. L'Union européenne rejette la médiation proposée par le Kremlin. On fait le point de la situation avec Boubacar Dian. L'Iran a tiré lundi des missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël où le bilan de la nuit s'est alourdi de 11 morts. Depuis vendredi, les tirs de missiles iraniens ont fait 24 morts en Israël. Ce lundi matin, une attaque israélienne dans l'ouest de l'Iran a endommagé l'hôpital de Farabi dans la ville de Kermanshah. Selon les autorités iraniennes, les frappes de l'État hébreu ont fait au moins 224 morts et plus d'1 millier de blessés depuis le début des tensions. Dans un message sur les réseaux sociaux, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a averti pour sa part que les habitants de Téhéran paieront le prix des frappes iraniennes sur des civils israéliens. En réponse, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, déclare que si les frappes israéliennes sur l'Iran cessaient, nos répliques cesseraient également. Le Kremlin s'est dit prêt à jouer un rôle de médiateur entre Israël et l'Iran. Le président français s'y oppose, Emmanuel Macron, de ne pas voir en quoi Moscou peut être un médiateur. Pendant ce temps, le président américain Donald Trump laisse entendre que l'Iran et Israël devraient conclure un accord et concluront un accord. La présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen a déclaré dimanche soir qu'elle avait dit au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'une solution négociée au conflit avec l'Iran était la meilleure option à long terme. De son côté, Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne, annonce une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Union ce mardi consacrée au conflit entre Israël et l'Iran. Boubacar Dian, sur le continent, la Guinée met en place un Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale. L'organe a été institué par décret par la présidence guinéenne. Il est chargé d'assurer l'orientation stratégique des politiques nationales en matière de défense et de sécurité. Le Conseil est présidé par le chef de l'État en sa qualité de chef suprême des forces armées. Présidentielle ivoirienne d'octobre prochain, le parti au pouvoir mobilise à Paris. À 4 mois du scrutin, le RHDP a rassemblé ses militants de la diaspora pour manifester leur unité autour de leur choix porté sur Alassane Ouattara. En présence des ministres de l'actuel gouvernement et d'autres cadres du parti, cette manifestation conforte l'élan de mobilisation déjà observé en Côte d'Ivoire, nous dit Gobia Yabi. Le meeting de Paris s'est déroulé en présence d'autorités ivoiriennes, dont les ministres Belmondo Godot et Touré Mamadou, respectivement de la solidarité et de la jeunesse. Ce dernier a promis une riposte cinglante aux adversaires du RHDP, le parti au pouvoir. Il y a un ancien président guerrier, il dit qu'il va se battre et il demande à ses militants d'occuper les rues pour se battre. Quelqu'un, quand on était dans l'opposition, on t'a frappé. Quand on est arrivé au pouvoir, on t'a frappé. C'est pas maintenant on est plus fort là que tu peux faire quelque chose. S'ils s'amusent, on va les frapper encore et encore. Ado. Ils sont jaloux du président Alassane Ouattara. Ils ont gouverné ce pays pendant des années. Et c'est avec Alassane Ouattara qu'ils voient qu'on peut gouverner et puis bien travailler. Mais dans la vie, là, Dieu donne souvent la chance une seule fois. Pour eux, là, c'est terminé. Notre victoire est un processus irréversible. On fera un coup KO. Les 4 mois qui nous restent, c'est de travailler à faire échec à tous ceux qui ont des velléités de déstabilisation. Les 4 mois qui nous restent, c'est de travailler à sécuriser le pouvoir du président Alassane Ouattara. Le meeting de Paris est intervenu à 6 jours du 2e congrès ordinaire du RHDP qui aboutirait à la désignation officielle de son candidat au présidentiel d'octobre. En prélude à ce congrès, des assises et pré-congrès sont organisés depuis quelques semaines dans les différentes régions du pays qui, selon le RHDP, ont toutes plébiscité la candidature d'Alassane Ouattara. Adam, l'on parle de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale autorise des poursuites contre le ministre de la Justice. Hier dimanche, l'Assemblée nationale congolaise a voté en faveur de poursuites judiciaires contre Constant Mutamba, ce qui ouvre la voie à une mise en accusation devant la Cour de cassation. Selon APA News, le ministre est accusé de détournement de fonds publics dans le cadre d'un projet de construction de prison à Wambaye. Réunis en séance plénière à Kinshasa, les députés congolais ont adopté à une large majorité une résolution permettant au procureur général près de la Cour de cassation d'engager des poursuites à l'encontre du ministre de la Justice. Selon APA News, 322 voix ont voté pour, 29 contre et 12 abstentions. Cette décision fait suite aux conclusions d'une commission spéciale créée par l'Assemblée nationale le 11 juin dernier, chargée d'examiner la demande du parquet et d'établir les responsabilités éventuelles. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungumba, est soupçonné d'avoir autorisé en avril 2025 un paiement anticipé de 19 millions de dollars, soit 10 milliards de francs CFA, de la société Zion Construction dans le cadre d'un projet de construction d'une prison à Kisangani. Selon le parquet, cette entreprise créée une année auparavant ne disposait ni d'implantation physique ni de personnel qualifié et le versement a été effectué en dehors des procédures légales, c'est-à-dire sur un compte privé non autorisé. Et pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité internationale, Georges, on va aux États-Unis où Donald Trump a ordonné de nouvelles opérations anti-immigration à Los Angeles, mais également à Chicago et New York. D'ailleurs, Point de vue va porter sur cette question. Anna Rocha, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Avec Babacar Diagne, ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, et le professeur Ousmane Sen, directeur du WARC et spécialiste des questions américaines, nous allons parler des restrictions migratoires aux États-Unis avec le Sénégal qui figure sur la liste des principaux pays africains potentiellement ciblés par l'interdiction d'entrée aux États-Unis. RFM Sport. Bienvenue, Malal Junior Diagne qui dit bonjour avec un clin d'œil. Merci beaucoup, Georges, et bonjour à tous les auditeurs. Alors, on démarre par du basketball chez les hommes. Le basket chez les hommes, on connaît l'affiche de la finale pour le titre de champion. L'AS Ville de Dakar, championne du Sénégal en titre, défendra bel et bien son titre de champion pour cette saison 2025, puisque l'équipe de la municipalité a battu en match d'appui l'AS Douane pour valider sa place en finale. Elle va affronter la Jeanne d'Arc de Dakar. Comment leur coach a analysé les rencontres jouées face à l'AS Douane, mais également quelle lecture faire de son adversaire en finale à Jeanne d'Arc. Le coach Libas a expliqué tout cela à Soletam. L'AS Ville de Dakar a remporté la belle face à l'équipe de l'AS Douane. Une victoire qui permet à cette équipe de la Ville de Dakar de continuer la défense de son titre de champion. L'entraîneur Libas Faye. La Douane est une grande équipe et c'est vraiment une grande équipe, quel que soit Alpha. C'est une équipe qui a vraiment un coach, donc une dimension que vous connaissez tous. On s'est rencontrés une fois dans le championnat, dans un match qui était très équilibré où chaque équipe pouvait gagner. Maintenant, à l'issue de la première manche, donc, où nous l'avons largement dominé et gagné. La deuxième manche, nous avons un peu déjoué, mais à la troisième, donc on l'a remis et nous sommes parvenus à le gagner. Selon le technicien, il n'y a pas de secret, c'est juste la continuité. Depuis que je suis là-bas à la Ville de Dakar, le club s'est fixé des objectifs, donc à savoir vraiment amener l'équipe à un autre niveau, qui nous a permis l'année dernière de gagner le championnat. Et actuellement, nous pouvons considérer que l'équipe est à ce niveau-là, sur la continuité du travail que nous avons entamé et que nous continuons de faire. Donc qui nous a amené vraiment aujourd'hui à se qualifier à la NAN. Pour la grande finale, le club de la Ville de Dakar va rencontrer la Jeanne d'Arc. Un match extrêmement difficile, parce que déjà, c'est une équipe qui a de l'envie, c'est une équipe très jeune, qui joue avec beaucoup d'engagement, discipline tactiquement, très engagée et très motivée. Il y a beaucoup d'engagement, donc l'enjeu est très grand, donc il va falloir qu'on s'attende vraiment à un match extrêmement difficile, mais qui est aussi à notre portée vraiment. L'objectif reste clair, garder le titre de champion et participer pour la deuxième fois à la Basketball Africa League. Le basketball, toujours avec les demi-finales, retour de la Coupe du Sénégal au programme mercredi. Chez les hommes, Douane jouera contre l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants du Dakar University Club défieront l'AS Ville de Dakar. Georges. Football Ligue 2, l'on termine la 27e journée. Vous pouvez ajouter également, on joue au niveau de la Coupe du Monde des clubs. Eh bien sûr, aux États-Unis. C'est parti alors. On va commencer avec la Ligue 2. Pour clore cette 27e journée, Nyari Tali qui joue l'équipe de l'AS Bombay, ce sera tout à l'heure dans l'après-midi. Et pour la Coupe du Monde des clubs, Chelsea de Nicolas Jackson joue contre l'équipe de Los Angeles FC. L'équipe Flamengo du Brésil défiera l'Espérance de Tunis. Cette Coupe du Monde des clubs qui attire bien des attentions avec le club d'un certain fils d'Indiagana qui s'est bien comporté pour sa première sortie en battant les Madrilènes d'Atlético sur le score de 4-0, ce qui a permis à certains d'avoir le sourire ce matin en venant au boulot. Suivez le regard, Georges. Merci, Madame Junior. La revue de presse de Mohamed Alimbo à midi 32 minutes. Alimou, bonjour. Bonjour. Marché d'électrification rurale attribué à AEPE, Thierno Alassane Sall interpelle le ministre des Finances. Une affaire à haute tension qui secoue apparemment les couloirs feutrés du ministère des Finances. L'affaire AEPE qui refait surface portée cette fois par une question écrite de Thierno Alassane Sall. Le député non inscrit constate le quotidien veut lever le voile sur une transaction de plus de 37 milliards de francs CFA enclenché avant même la signature effective du contrat. Une curiosité budgétaire qui interpelle alors même que les règles de bonne et exécution des marchés publics semblent avoir été court-circuitées. Thierno Alassane Sall fait la chasse aux primes sur les 37 milliards de caisses, pointe l'observateur. Thierno, l'ombre d'un scandale à la lumière de marché. Pour l'évidence, TAS interpelle Diba sur des garanties émises sans paiement de primes. Le journal Direct News, très volontariste, a ouvert
ses colonnes à Thierno Alassane Sall qui ne se prive pas. Selon le journal LAS, point de doute, Thierno sert tout bonnement une demande d'explication au gouvernement. Et comme si cela ne suffisait pas, la défiance s'installe aussi dans les relations internationales à la une de quelques journaux de la place. Robert Bougie qui sonne l'alarme au président Diomaye Faye et au Premier ministre. Il dit « J'ai peur pour le Sénégal », écrit-il d'ailleurs en lettres capitales. Selon Tribune, l'ancien conseiller de l'ombre, le président français sur la France-Afrique, tire la sonnette d'alarme contre une justice perçue comme instrumentalisée, contre la tentation de la revanche et contre la désillusion qui gagne le pays réel. Ce Sénégal des profondeurs, des marches, des vendeuses, des ambulantes, des chauffeurs de Jakarta, des enseignants fatigués, tous désormais gagnés par le doute. Dans le journal Tribune, on retrouve Birahim Seck du Forum Civil. Il s'épanche sur la gouvernance sans lisibilité, ni prévisibilité, ni redevabilité, malgré des annonces volontaristes faites par le nouveau régime. Eh bien, les véritables réformes budgétaires et structurelles tardent à se matérialiser, dit-il encore. À la une de l'Observateur, H 2025, le journal revient sur les vérités cachées derrière les blocages des pèlerins à la Mecque. Le délégué général au pèlerinage, sous le feu des critiques, pointe un réaménagement des vols. Le journal Vox Populi fait focus, lui, sur l'immigration irrégulière aux États-Unis et Trump qui y va au cacheur. Nettoyage systématique des immigrés irréguliers. Le journal parle de sale temps pour les Sénégalais établis illégalement aux États-Unis. La vidéo virale de Cherfal arrêté en plein tribunal. Le journal revient largement sur les problèmes que rencontrent les Sénégalais établis là-bas illégalement. En tout cas, Madame Yacine Fall, la ministre des Affaires étrangères, invite les Sénégalais à se conformer aux nouvelles mesures, à retrouver ses propos dans le journal Le Soleil à sa page 11. Et puis, guerre entre l'Iran et Israël, au moins 224 morts en Iran, 13 personnes tuées en Israël. Le conflit s'intensifie, nouveaux échanges de frappes et nouvelles menaces réciproques. Netanyahou, le premier ministre israélien, avertit que l'Iran paiera un prix très lourd pour le meurtre prémédité de civils. L'Iran promet une réponse dévastatrice aux attaques israéliennes. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à 12h36, nous parlons des restrictions migratoires aux États-Unis. Et pour en parler, nous avons en ligne Babacar Diagne. Bonjour Babacar. Bonjour Georges. Vous êtes ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis. Nous avons également en ligne le professeur Ousmane Sène, directeur du WARC et spécialiste des questions américaines. Alors, je commence par vous, Babacar Diagne. Le gouvernement américain prévoit d'étendre les restrictions de voyage à 36 pays, dont 25 pays africains. Le Sénégal figure sur la liste. Une note du département d'État fixe un délai de 60 jours pour que ces pays se mettent en conformité. Cette mesure serait donc une extension du Travel Bond déjà annoncé début juin 2025. Motif évoqué par Washington, manque de documents d'identité fiables, fraude administrative fréquente, taux élevé de dépassement de visa chez les ressortissants. Alors, Babacar, le Sénégal est-il réellement concerné par un problème de fiabilité des documents d'identité? Écoute, bonjour Georges. D'abord, je voudrais saluer l'éminent professeur, mon frère Ousmane Sène. Vous avez de la chance de l'avoir. Pour l'ambassadeur que je suis, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau. Ce qui a été décidé, ça a toujours été là. Alors, les ambassadeurs ont un problème, vous savez. Moi, j'étais ambassadeur à Washington, comme vous l'avez dit, et ça ne peut pas être très rapide. Quand vous êtes l'ambassadeur du Sénégal et que vous avez des jobs, le job écrit J-O-B-E est forcément gambien, et la transcription est importante. Vous avez des noms comme Lopez, comme Pereira, vous voyez, qui sont comme ça, qui peuvent être des noms sénégalais, bissau-guinéens, en même temps gambiens ou capverdiens. Vous êtes obligé d'être vigilant. Moi, j'ai eu souvent ce problème-là. Je ne peux pas accéder à n'importe qui. Et si vous dites non, vous devez vérifier, l'administration américaine pense que vous prenez du temps. Donc, ce qui a été décidé, ce que j'ai vu en tout cas dans les mesures prises par Donald Trump, son administration, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et les lenteurs administratives sont normales parfois quand vous avez un ambassadeur vigilant, comme je l'ai été moi.
Moi, j'ai dit, il ne fallait pas quand même, nos ressortissants, dans cette zone-là, ouest-africaine, on a un problème de patronyme. Souvent, on a les mêmes patronymes. Donc, il faut vraiment vérifier, savoir qui est sénégalais, qui est gambien, qui est capverdien, parfois même qui est malien, pour être sûr que vous prenez les ressortissants qui sont de chez vous réellement. Maintenant, il y a des gens qui refusent vraiment systématiquement, qui ne veulent pas faire retourner chez eux des ressortissants. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il n'y a rien de nouveau à mon sens. Ce que je comprends, c'est par contre qu'il y a quand même les midterm elections, les élections de mi-mandat qui arrivent bientôt. Comment Trump a été élu en 2024, dans 2 ans, donc autour de mars, avril, etc., il aura fait, novembre, il aura fait déjà 2 ans. Donc les midterm elections sont très importantes pour lui. C'est normal donc qu'il passe de la pub, du marketing politique. Et l'immigration, c'est un thème très porteur aux États-Unis. Les électeurs, les thèmes de sécurité, d'immigration, sont des thèmes importants en côté de l'économie. Donc c'est normal que Trump fasse du bruit. Je pense que c'est normal. Trump qui évoque des raisons de sécurité nationale, mais à côté le taux élevé de dépassement des visas chez les ressortissants que l'on a évoqué tout à l'heure. Le Sénégal figure-t-il, Babacar Diagne, parmi les pays ayant un fort taux de dépassement de visas aux États-Unis? Est-ce qu'on peut avoir une idée des statistiques officielles lorsque vous étiez ambassadeur du Sénégal à Washington? Le dépassement revenait souvent, il faut l'avouer. Il faut l'avouer, ceux qui partaient pour des raisons, avec un visa touristique, etc., restaient. Ceux qui allaient voir des parents restaient. C'est vrai, le taux, mais par rapport au problème de sécurité, non, pas le Sénégal. Vraiment, le Soudan, l'Érythrée, des autres pays comme cela, très souvent, certains revenaient, mais pas pour le Sénégal. Pas les problèmes de sécurité. Le dépassement existait, c'est vrai. Alors, je reviens à vous, Babacar Diagne, le temps de donner la parole au professeur Ousmane Sène. Professeur, on a entendu Babacar Diagne parler des élections à mi-mandat. Selon vous, s'agit-il d'une décision purement sécuritaire ou aussi politique et électorale? Oui, mais écoutez, ça fait partie des promesses de campagne de Donald Trump, là, lorsqu'il faisait campagne. Mais permettez-moi vraiment de saluer un ami, un collègue, et véritablement un grand représentant du Sénégal aux États-Unis. Je l'ai rencontré moi-même aux États-Unis et je suis allé jusqu'à son bureau et j'ai eu des informations. Voilà un des grands représentants du Sénégal au niveau des États-Unis, et l'œuvre de Babacar Diagne devrait être saluée. Babacar, je te salue. Si j'avais 10 mains, j'allais dire 10 mains. Merci beaucoup et merci des éclairages que tu as bien voulu apporter. Je crois que c'était d'abord une promesse de campagne. Pendant toute la campagne, Trump n'a cessé de dire: on va assainir ce pays-là, on va le libérer des gangs, des cartels, on va le libérer de meurtriers. Il y avait tous les qualificatifs qui étaient là. Mais dans un premier temps, cela visait peut-être l'Amérique latine avec tous ces cartels, avec toute cette drogue qui vient. Encore que s'il n'y a pas de consommateurs, la drogue ne sert à rien. Mais le Sénégal ne faisait pas partie des pays visés. Mais je crois que Babacar Diagne, son Excellence, a relativisé tout cela. Le processus d'obtention du visa américain a toujours été très strict de tout temps. Je me rappelle même avoir eu affaire à des cas où il y avait des homonymies. Je n'en ai pas été victime, mais si votre nom est Diop, comme vous avez là, et puis que exactement vous avez les mêmes noms, et qu'on entre dans le système, et que finalement ça bloque, parce que tout simplement on soupçonne un Diop qui a le même nom que vous d'être trempé dans quelque chose, votre dossier, on peut le bloquer pendant 1 an. Ça s'est passé, même dans mes services, ça s'est passé, et la personne a raté le séminaire. Et comme je le disais tantôt, avant de prendre la parole avec vous, mais les papiers ou les documents du Sénégal sont dans l'ensemble des documents très fiables,
Et aussi, comme l'a dit l'ambassadeur, le comportement des Sénégalais aux États-Unis est un comportement quand même qui est quasi irréprochable. Il peut y avoir des exceptions quelque part, mais le Sénégal n'est pas un pays à cibler. Même si listant un certain nombre de pays africains, c'est la vaste majorité des pays africains, mais qu'il y ait un préjugé défavorable disant que est-ce que les documents qu'ils donnent, est-ce que les cartes d'identité, est-ce que l'état civil est fiable? Mais je l'ai dit tout à l'heure, je crois que les autorités diplomatiques sénégalaises n'ont qu'à faire le travail qu'il faut avec les autorités diplomatiques américaines pour les convaincre de ce qui est une évidence. Les documents que portent les Sénégalais dans l'ensemble et l'écrasante majorité sont des documents fiables. Mais à nouveau, Babacar l'a rappelé, le processus pour avoir un visa aux États-Unis a toujours été draconien. Maintenant, que Trump fasse beaucoup de bruit autour de cela, c'était vraiment une promesse de campagne. Justement à ce propos, est-ce que le Sénégal est en mesure de répondre aux exigences américaines dans les 60 jours? Oui, qu'est-ce qu'on doit donner? Montrer la preuve que les documents que nous donnons à nos citoyens sont des documents fiables. Ça, c'est un. Démontrer que le Sénégal est un havre de paix et des menaces de terrorisme ne peuvent pas venir d'ici. Mais ça aussi, c'est possible. Je crois que le Sénégal a tous les arguments. Le Sénégal aussi a d'ailleurs les arguments des représentants des États-Unis aussi au Sénégal. S'ils sont à la radio, ils m'entendent. Et je sais qu'à les entendre parler, leur préjugé par rapport au Sénégal et leur appréciation du Sénégal, c'est une appréciation extrêmement positive. Et je crois que tout cela fera en sorte que le Sénégal puisse sortir du lot de ces pays qui sont appelés à donner beaucoup plus de preuves pour mériter que leurs citoyens aillent aux États-Unis. Mais je voudrais aussi, là aussi, si j'ai le temps, relativiser. Il ne s'agit pas de vous, en tant que journaliste, avec une lettre de mission et tout ce qu'il faut, avec le financement, le per diem qu'il faut, avec la réservation d'hôtel qu'il faut. Vous avez tout ça, mais normalement, si vous devez aller couvrir un événement aux États-Unis, on devrait pouvoir vous donner le visa et sans vous inquiéter. Je crois que c'est ceux qui ont eu peut-être maille à partir avec la justice ou qui ont certaines choses qui ne sont pas nettes, qui devraient s'attendre à avoir une situation plus dure et plus rigoureuse. Merci. Je reviens à vous dans un instant, professeur Ousmane Sène. Babacar Diagne, quel impact cette mesure pourrait avoir sur les relations bilatérales entre Dakar et Washington? Non, pas vraiment d'impact. Vous savez, d'ailleurs, le ministre a fait un communiqué, qui tranquillisera les Américains, l'administration américaine. Le Sénégal, donc, est prêt à accepter, à regarder ces conditions-là avec beaucoup de bienveillance, donc il n'y a aucun problème. Mais je dis encore, je le répète, comme a dit l'excellent collègue Ousmane Sène, si le Sénégal n'a pas de problème de sécurité ou autre, mais si vous demandez à un ambassadeur de vous dire que le Silva ou le Préra ou le Gomes est forcément Sénégal dans les 48 heures, mais s'il est sérieux, il ne le fera pas. Moi, j'étais ambassadeur et je ne le faisais pas. Je disais aux Américains, non, je dois le faire. Il faut que je prenne 72 heures ou même 4 jours, 5 pour être sûr que le Silva là est sénégalais, pas bissau-guinéen ou cadérien. Et ça, c'était mon devoir d'ambassadeur. J'avoue que dans d'autres pays, les gens ne prennent pas autant de précautions, ils font juste la liste, ils donnent leur OK. Moi, je pense que retourner un Sénégalais, un ressortissant africain chez lui, c'était une décision lourde de conséquences. Par contre, l'ambassadeur doit être extrêmement sérieux. Mais on remarque également qu'il y a des Sénégalais qui sont en situation, qui proviennent d'autres, qui sont issus d'un pays blacklisté, qui ont rejoint les États-Unis d'un pays blacklisté. Est-ce qu'il existe des recours pour ces Sénégalais? Il y a des recours pour tout aux États-Unis. Il y a des avocats pour tout, vous savez, et vraiment, et ça aussi c'est un grand pays de démocratie. Vous pouvez prendre un avocat, c'est un pays qu'il faut connaître. Par exemple, regardez notre différend avec Woodside, il faut faire très attention.
il faut connaître les services, avoir des avocats qui connaissent le pays. On ne va pas prendre n'importe quel avocat, c'est des trucs extrêmement sérieux. Parce que vous avez affaire à des grandes sociétés, des nations qui sont extrêmement puissantes, qui ont des avocats extrêmement forts. C'est des choses que j'ai vécues, moi. J'ai pu m'en tirer, mais parce qu'il faut être sérieux. Aller chercher les avocats qu'il faut. Les gens connaissent le terrain. C'est la même chose pour ces choses-là. Il faut connaître le pays, il faut avoir la tête froide, il faut dire aux Américains ce qu'ils doivent faire. Et là, il y a une chance. Celui qui est nommé Undersecretary in charge of African Affairs, Peter Pham, est un excellent Américain et d'ailleurs d'origine vietnamienne. C'est de famille, je veux dire, d'origine. Il connaît le Sénégal. Il est le Sénégal, donc l'ambassadeur ou le gouvernement va prendre contact avec lui, c'est un homme excellent, il a été confirmé déjà. Donc il n'y a pas de risque majeur, franchement, par rapport aux mesures dont j'ai entendu parler. C'est normal que Trump fasse autant de bruit, je vous ai dit, les élections de midterm, pour lui, sont extrêmement importantes. Vous savez qu'il a raté cette affaire avec Elon Musk, vous voyez, l'affaire des taxes. Ça a quand même bouleversé beaucoup de choses. Il est dans cette affaire d'immigration. Vous avez vu les manifestations massives à LA, il y a eu à New York, il y a d'autres pays. Donc il y a des sujets d'ordre social sur lesquels vraiment il est interpellé très fortement. Donc il a fait attention. Il explique que quelques mois, et il y a 435 sièges, etc. En jeu. Il faut absolument qu'il fasse attention. Donc c'est normal que sur des sujets porteurs, comme l'immigration, comme la sécurité, qu'il fasse quand même preuve, qu'il montre des muscles, qu'il fasse campagne. Mais ce n'est pas plus loin que ça. Merci Babacar Diagne, ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis. Je termine avec vous, professeur Ousmane Sène. Deux questions en une. Quel peut être l'impact concret de cette décision sur les Sénégalais vivant aux États-Unis ou en partance? Et dans un domaine qui est le vôtre, les étudiants chercheurs professionnels risquent-ils d'être affectés? Non, je ne crois pas. Si vous êtes étudiant ou vous êtes chercheur, vous avez un document de votre université, vous avez une bourse qui vous a été attribuée, vous avez quelque part une réservation d'hôtel, vous avez l'adresse de cet hôtel-là, vous avez les noms, email, adresse et téléphone de vos correspondants là-bas. C'est normalement comme ça que ça se passe, mais vous présentez vos papiers, on vous laisse passer en vous disant, vous avez une conférence d'une semaine, on vous laisse ici pour 14 jours. Il y a toujours une marge. Je ne crois pas qu'il y ait véritablement des risques, des menaces de ce point de vue-là. Je crois que là où ça risque d'être encore plus dur, c'est pour, en tout cas, des étrangers qui seraient aux États-Unis et qui sont des undocumented aliens, c'est-à-dire des sans-papiers. Ceux-là, qu'ils soient sénégalais ou autres, et encore faudrait-il qu'on les prenne dans des situations où ils ont peut-être fauté. Vous n'avez pas de papier, vous n'avez même pas de permis de conduire et vous vous permettez de conduire dans les rues. Si un policier vous prend, c'est l'extradition directe. Je voudrais ajouter dans tout cela que même par rapport à cette rigueur dont Trump semble parler, mais il a un peu rétropédalé. Parce que quelque part, il y a ce qu'on appelle American Interest, les intérêts américains qui l'ont fait changer un peu de posture. N'a-t-il pas dit qu'il faudrait regarder avec bienveillance la situation de ces émigrés qui n'ont pas de papier, mais qui travaillent dans les fermes, qui travaillent dans les hôtels et qui constituent plus de 40%, si vous voulez, de la main-d'œuvre qui travaille en Californie, dans les vignes, dans les champs de maïs, etc., etc. Donc, partout où les immigrés prouveront peut-être qu'ils sont utiles à l'économie américaine, je crois qu'à partir de ce moment, il y aura à revoir la situation. Mais comme le dit Babacar, tout ça, c'est très bien organisé. Ce que je voudrais tout simplement ajouter, si vous permettez, oui, très rapidement, c'est quand même la carte de visite du Sénégal. Je disais toujours, quand Barack Obama venait ici, je disais aux gens que Barack Obama, s'il fait une tournée africaine, il fera impérativement le Sénégal.
Parce que si en Afrique de l'Ouest, vous faites le Ghana, mais vous avez fait l'Afrique de l'Ouest anglophone, il vous faut l'Afrique de l'Ouest francophone, et ça, le Sénégal a toujours remporté la mise. Beaucoup d'entre nous se souviennent de ces visites de Bill Clinton, des deux Bush, la première visite de Léopold Sédar Senghor avec John Fitzgerald Kennedy. Le Sénégal a pu avoir accès à l'AGOA, le Sénégal a pu avoir accès au MCA, mais tout ça, c'est quand même des étoiles qu'il faut afficher sur la diplomatie du Sénégal et que le Sénégal n'est pas un nain dans la carte diplomatique des États-Unis. Et que finalement, il y aura une relecture peut-être de la situation, parce qu'il y a même des observateurs américains qui disent ça, c'est ce qu'on a, le brouhaha avec la première année, mais progressivement, les choses se tasseront et la situation sera plus lisible. Merci professeur Ousmane Sène, directeur du WARC, spécialiste des questions américaines. Merci également à Babacar Diagne, ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis. C'était Point de vue et c'est la fin de ce grand journal. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, Aliouba et Amadi Ndiaye à la production, El Hadj Ndiogou à la coordination, Aombay, chef d'édition. Retrouvez El Hadj Ndiogou dans 6 minutes pour le journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Bon après-midi à toutes et à tous.